Bien, monsieur l'administrateur, cher Thomas, chers collègues, mesdames et messieurs, dans leurs titres et qualités, comme dit le président de la République quand il ne sait pas comment il doit saluer le public, chers collègues, chers confrères, chers amis, et surtout, chers amis. Après la belle présentation de Thomas Römer, je n'ai rien à ajouter en ouvrant cette première séance, sinon que ce colloque est vraiment non seulement un colloque à la mémoire et en l'honneur de Marc Fumaroli, mais un colloque qui réunit ses amis, qui les réunit de toutes les façons. Par son programme, vous remarquez que tous ceux qui prennent la parole sont des savants et des penseurs qui étaient chers à Marc, pour lesquels il avait de l'amitié, de l'estime, souvent de l'admiration, parce que c'était quelqu'un qui aimait admirer. Et cela, nous le devons à Antoine Compagnon. Ce colloque a été organisé par le Collège de France et par les Amis du Louvre, par Sébastien Fumaroli. Au Collège de France, c'est une activité, si l'on peut dire, de l'Institut d'études littéraires, mais en fait, nous savons bien que c'est Antoine qui y a travaillé avec son intelligence et son efficacité habituelle. Nous allons essayer de penser avec Marc Fumaroli. Penser est une activité difficile, et dont, en tout cas à moi, qui demande un certain effort dont je ne suis pas toujours capable, mais nous serons portés par sa pensée. Et puis, encore une fois, ceux qui vont prendre la parole ont l'habitude de penser avec Marc Fumaroli. Ils ont été portés par sa pensée et pendant des décennies, par sa pensée et par sa chaleur humaine, parce que Marc, je me plaisais à appeler le roi Marc, qui avait ce côté royal, était si proche, si rapidement et brillamment intéressé par ce qu'on lui disait, par ce qu'on faisait, le mettait si aisément en rapport avec sa propre pensée que nous avions l'impression à son contact, en tout cas moi, d'être presque intelligent. Et nous allons essayer de le rester un peu par fidélité à lui, même en son absence. Alors, la matinée que j'ai l'honneur de présider illustre particulièrement ce que je viens de dire. D'abord, parce que les trois thèmes qui seront abordés résument d'une certaine façon à la fois la pensée, les orientations, les préoccupations de Marc. Et aussi parce que nos trois amis qui vont s'exprimer étaient, comme tous ceux qui parleront en ce colloque, particulièrement proches de Marc. Il en parlait il se référait à eux avec amitié, avec affection, avec admiration. Alors, donc, comme nous fonctionnons de façon d'autant plus amicale, justement, que nous sommes particulièrement entre nous, puisque beaucoup ne peuvent malheureusement être présents que par visioconférence, nous, malgré la solennité de cet amphithéâtre, nous ne sommes pas en brochette pour la matinée et les orateurs se succéderont l'un après l'autre, ensuite pourront revenir pour la discussion, nous verrons comment nous nous organisons. Mais pour nous, Marc reste lié à ses premiers cours à la vieille salle 8, à la salle Bergson, avec assez faux fauteuils de cinéma et sa moquette années 60. Et donc, Madame Françoise Graziani parle la première, et je l'invite donc
à me rejoindre sur... Non, oui, donc le choix est de parler assis ou de parler debout, chacun fait à son gré. Je vous remercie et je voudrais d'abord dire mes regrets de ne pouvoir être au collège aujourd'hui et aussi rendre grâce à la technologie moderne et remercier les organisateurs pour me permettre d'exprimer à distance ma reconnaissance envers un maître d'exception qui n'a jamais voulu faire école et qui préférait stimuler en autrui la liberté de penser plutôt que prétendre à une quelconque direction des esprits. J'ai connu Marc Fumaroli au début des années 1980, alors que je venais de soutenir à Aix-en-Provence une thèse de 3e cycle sur la poésie baroque européenne, dans laquelle Jean-Baptiste Amarine, le cavalier marin, occupait une place centrale. On m'avait dit que Marc Fumaroli s'intéressait à Marine, et depuis le premier jour où je suis allée assister à son séminaire en Sorbonne, je dois à Marine de nous avoir rapprochés avec Constance. Mais notre entente venait aussi de plus loin, car Marc Fumaroli, qui ne reniait pas ses origines corses, se définissait surtout comme méditerranéen. Ce qui a scellé notre amitié, c'est son ouverture d'esprit et sa recherche de simplicité dans les rapports humains. Cette forme de sprezzatura lucide et sans complaisance envers soi-même, dont j'ai compris bien plus tard à quel point elle s'accordait à celle des humanistes italiens, comme par résonance, à la manière des cordes sympathiques des anciens instruments de musique. Même si, ou plutôt parce que nous étions l'un et l'autre très critiques envers toute revendication identitaire, nous nous sommes d'abord reconnus en tant que Corses et en tant que tels prédisposés en quelque sorte à relier la France et l'Italie, mais aussi à reconnaître leur héritage commun dans une certaine fidélité à l'antique, qui n'est en rien soumission à des normes figées, mais sentiment d'appartenance à une société des esprits qui traverse le temps et l'espace pour rapprocher des êtres et des réalités lointaines. C'est par l'importance que l'un et l'autre accordaient à cette société des esprits que j'ai compris tardivement à quel point Marc Fumaroli était proche de Paul Valéry, qui se disait, je le cite, citoyen de plus d'un temps et de plus d'une cité. C'est donc cette amitié aristotélicienne fondée sur la reconnaissance de ce que nous devons aux anciens que je voudrais rappeler aujourd'hui. Et c'est avec une grande émotion que je mesure l'honneur et le privilège qui me sont donnés d'introduire l'hommage solennel rendu par ses amis à la mémoire de Marc Fumaroli. Ma contribution consistera à relier sommairement quelques-uns des ouvrages qui ont marqué ce qu'il a lui-même appelé son engagement au sein de la République européenne des lettres et des arts. Je garde un souvenir très précis du jour où Pierre Aubin est venu parler de l'éthique aristotélicienne au séminaire de Marc Fumaroli. C'est aussi dans ce séminaire que j'ai pu rencontrer au cours des années 80 le père Giovanni Pozzi qui venait d'éditer La Donne et Alain Michel qui m'a initié à la sagesse des anciens telle que l'entendait Vico. J'y ai aussi rencontré parmi d'autres fidèles ici présents Pierre Laurence et Florence Villemier qui m'ont demandé peu après de traduire les discours du Tasse, tandis que Marc Fumaroli persuadait Claude Blum de me confier l'édition des images de Philostrate qu'il venait lui-même de faire inscrire sur la liste des œuvres prioritaires du Centre national des lettres. Ces initiatives ont été décisives pour m'aider à comprendre en quoi rendre justice aux anciens peut nous donner les moyens de mieux vivre dans un monde qui ne connaît plus la fonction des abeilles. Marc Fumaroli, je commencerai par ce livre, Les abeilles et les araignées, par ce travail de Marc Fumaroli, qui a découvert dans la bataille des livres de Swift l'apologue qui condense en images les malentendus de la querelle des anciens et des modernes, que Marc Fumaroli appelait une des secousses telluriques les plus profondes et générales qui ait remué, réuni et divisé l'esprit européen. Fin de citation. Dans une bibliothèque où règne la mésentente entre les livres contraints d'y cohabiter, certains auteurs ne sont pas à la place qui leur est assignée. Et Swift raconte qu'Ésope se détourne de cette confusion pour écouter la dispute dans un angle du plafond de la bibliothèque entre une araignée et une abeille qui vient de déchirer la toile dans laquelle elle s'était trouvée un bref instant captive. Ésope y voit une fable éclairant les enjeux de la bataille des livres. Il interprète malicieusement l'araignée comme une métaphore de la superbe des modernes
et l'abeille comme l'image même de l'utilité des anciens. Comme l'araignée chicaneuse, les modernes tirent tout d'eux-mêmes et se croient au centre du monde, tandis que les anciens ont parcouru comme l'abeille toute l'étendue de la nature pour offrir, je cite, au genre humain, je cite Swift, pour offrir au genre humain la douceur de leur miel et la lumière de leur cire, tout en détruisant au passage les pièges à mouches que tissent les modernes. Marc Fumaroli ne s'est pas contenté de reconnaître l'existence de transfuges capables de déranger l'ordre apparent d'une bibliothèque historique bien normée, trop bien normée, où les modernes et les anciens seraient à jamais irréconciliables. Si au fil du temps, il lui importait de plus en plus de rendre justice aux anciens, c'est qu'il leur reconnaissait non seulement une supériorité morale, c'est son expression, mais aussi une forme de sagesse pratique que les malentendus entretenus par le triomphe des modernes ont durablement occulté. Après Azoft et Swift, il a interrogé les implications philosophiques de l'exemplarité emblématique de l'abeille et de l'araignée. Je cite le commentaire qu'il donne à la bataille des livres. On peut interpréter cet emblème comme une apologie de la science baconienne qui associe théorie et expérience, de préférence à la science cartésienne, à son rationalisme dogmatique et à sa foi mathématique. Mais il faut y voir aussi un acte de fidélité à la sagesse des anciens dont Bacon comme Montaigne se réclamaient. La vive lumière projetée ainsi par Swift sur les profondeurs de la querelle rangeait les anciens du côté des arts, de l'esprit de finesse et d'une attitude généreusement artiste devant la vie. Fin de citation. Cette profession de foi dont Marc Fumaroli a fait une règle de vie, ou plutôt un savoir-vivre, je le cite encore, n'a rien d'archaïque, de passéiste ou de nostalgique. Fin de citation. Et n'implique aucun refus des avancées technologiques. Elle élargit au contraire le champ des connaissances en éclairant les esprits. Comme Marino et comme Traiano Boccalini, le chroniqueur italien du Parnasse, qui se moquait déjà en 1617 des fausses certitudes de tous les temps, Marc Fumaroli était à la fois un ancien et un moderne. Ce qu'il demande aux anciens, dit-il lui-même à propos de Boccalini, ce sont les moyens de rester intérieurement libres et lucides dans des temps d'oppression et de faux semblants. Fin de citation. La parabole de la guerre entre l'abeille et l'araignée n'expose pas seulement des questions récurrentes de filiation, de patrimoine, de transmission et de construction des savoirs. Elle permet aussi de dépasser l'aporie de la reconnaissance d'une altérité géographique, ethnique, linguistique ou idéologique qui est toujours source de conflits. En contextualisant et en historicisant les débats qui agitèrent si longtemps les coteries et les académies de l'Europe, Marc Fumaroli a acquis la certitude que les questions de goût ne mettent pas en jeu que des modes passagères, mais peuvent affecter en profondeur l'équilibre relatif des sociétés. Ce qui l'a conduit à prendre publiquement des positions éthiques et esthétiques souvent déroutantes pour des interlocuteurs plus habitués au conformisme des idées reçues qu'à l'expression d'une libre pensée en action. Tel fut le cas du livre des métaphores, publié en 2012 dans la très populaire collection Bouquins, où il est venu côtoyer d'autres curiosités linguistiques à l'usage des modernes. Sous-titré « Essai sur la mémoire de la langue française », cette compilation est précédée d'un avertissement, subtilement intitulé « Les choses s'envolent, les mots demeurent », qui expose l'originalité inattendue d'un principe d'organisation des matières dont Marc Fumaroli savait bien qu'il serait controversé. Cet ouvrage, présenté métaphoriquement comme, je cite, « une chasse aux expressions imagées », se situe à égale distance de la normalisation opérée par les langues de communication modernes et de la fascination ludique prêtée aux amateurs de cabinets de curiosité. Ce que Marc Fumaroli déclare ici vouloir sortir de l'oubli, c'est, je le cite, « la mémoire historique inconsciente, mais tenace et sagace, que véhiculent ces témoignages d'une expérience commune et quotidienne des choses et des mœurs, qui sont autant de traces vives d'une réalité vécue d'aujourd'hui, d'hier ou d'autrefois, sauvée par la mémoire collective et confiée à la langue où elle vivifie notre langage quotidien. »
Fin de citation. Comme dans la bibliothèque idéale de Swift, il importe ici de laisser cohabiter des locutions vieillies, des lieux communs qui résistent au temps alors même que les réalités qu'ils connotent sont hors d'usage, et de nouvelles concrétions de sens qui témoignent de la permanence d'une topique indissociable de la fonction métaphorique du langage. Je cite cette introduction au livre des métaphores de Marc Fumaroli. Si je me suis intéressée à ces expressions et locutions imagées, toujours vivantes aujourd'hui, c'est parce qu'elles m'ont paru relever non pas du registre plus ou moins argotique où les range leur turiféraire patenté, mais de celui des créations poétiques qui proviennent très souvent de la meilleure littérature ou de la théologie, et je coupe les exemples, les nombreux exemples qui sont donnés entre parenthèses, ou de la plus ancienne médecine, ou empruntés au langage savoureux de la vénerie, de l'art militaire, de la navigation, de l'agriculture, des jeux ou des arts. Tous chefs-d'œuvre minuscules qui supposent chez leurs inventeurs connus ou inconnus le génie des figures, le don des heureux transferts de sens, bref, l'art de toucher juste, l'art suprême. Fin de citation. Réhabiliter ainsi sans exclusive la mémoire d'une langue, je cite encore Marc Fumaroli, ne fait aucun tort au bon goût ni à la langue. Fin de citation. Mais donne accès à des expériences physiques dont sont coupés désormais les esprits encombrés par la nouvelle langue simplificatrice des médias et redonne droit de citer à ce que Marc Fumaroli appelle tout un paysage enfoui comme un patrimoine. Mais si le livre des métaphores n'est pas un lexique, et encore moins une stylistique, c'est bien parce que la métaphore ne peut être enfermée dans une seule catégorie, mais déploie tout un théâtre de merveilles, comme le disait Emanuele Tesauro. Pour évoquer le paysage enfoui dans la langue, Marc Fumaroli refuse donc d'adopter l'ordre abstrait des dictionnaires alphabétiques au profit d'une recomposition figurée des images, et il revendique avec une ironie amusée son choix de regrouper par champ sémantique ces vieilles expressions qui défient tout classement parce que, dit-il, elles forment famille, et famille habitant un même lieu imaginaire qui fut autrefois réel. Fin de citation. Cette bibliothèque portative de proverbes et de paroles figurées qui transporte dans la langue des expériences communes entend libérer les esprits de tout militantisme idéologique en réconciliant le corps et l'esprit, l'homme et le monde, la nature et la culture, les arts et les sciences, à la manière finalement dont les anciens pratiquaient sans prétention une interdisciplinarité véritablement active et participative, qui, dans leur logique encyclopédique, leur permettait de mettre en mots la diversité des choses vues et senties. Entreprendre de redonner saveur et vie aux lieux communs les plus éculés, et les mettre ainsi sur le même plan que les métaphores des poètes, était à la fois un projet neuf et une manière discrète de réactualiser l'ancienne sagesse populaire que Varron puis Vico retrouvaient déjà dans les vieux mots latins. Ces expressions figurées que les pédants de tout âge méprisent comme des superstitions, Marc Fumaroli s'émerveillait d'y reconnaître de merveilleux, je le cite, de merveilleux fossiles, incrustés dans une langue moderne, d'un état ancien et choral de l'invention poétique et sapientiale. Fin de citation. Pour un ancien, les métaphores et les proverbes sont des fables en raccourci. Marc Fumaroli a su reconnaître dans le projet de La Fontaine un héritage sapiential revendiquant la familiarité des fables ésopiques et de la fable antique. Le mentir vrai d'Homère et d'Ésope accorde en énigme une rhétorique, une éthique et une philosophie naturelle dont le pouvoir des fables accroît l'efficacité au bénéfice des sociétés humaines, non seulement en persuadant, mais en éclairant les consciences. Marc Fumaroli réfère souvent au De Sapientia Veterum de Bacon, le traité mythographique sur la sagesse des anciens, qui actualise en leur transformant l'interprétation allégorique des mythes. Dans Les abeilles et les araignées, il cite longuement la fable épistémologique du Novum Organum, où Bacon compare les rationalistes à des araignées et les empiristes à des fourmis, tout en les mettant dos à dos face à l'abeille,
figure traditionnelle du pouvoir de transformation de l'art politique, dont il fait une figure, je cite Bacon, du vrai travail philosophique. Bacon explique que toute l'abeille, tout comme l'abeille, je le cite, choisit et cueille sa matière sur les fleurs du jardin et des champs pour la transformer en la digérant, de même le vrai philosophe ne se contente pas d'une matière donnée venant de l'histoire naturelle ou des expériences mécaniques et entreposée dans la mémoire. Il la transforme et la travaille par l'intelligence. Fin de citation. Comme Vico, les défenseurs des anciens dénoncent la séparation des facultés mentales et réclament la restauration du pacte qui unit organiquement l'ingenium et le judicium, la mémoire, l'imagination et l'intellect. Pacte nécessaire non seulement pour permettre le progrès des connaissances, mais plus encore pour restaurer la paix et l'harmonie entre les hommes. Les modernes, qui se reconnaissent héritiers des anciennes sagesses, savent que si les fables d'Ésope et les mythes d'Homère ont pu imposer si longtemps leur mystérieux pouvoir d'actualisation, c'est parce que la sagesse qu'ils véhiculent, qui est à la fois Sophia, Sapientia et Prudentia, est indissociable de la plasticité qui permet leur réappropriation partout et en tout temps pour toutes sortes d'usages. Cette sagesse des anciens que Francis Bacon, bien que promoteur de la nouvelle science, était encore capable d'approprier librement à sa philosophie politique, n'est traitée comme une superstition que par ceux qui croient qu'il n'y a d'égalité et d'amitié possible qu'entre gens du même monde, ceux qui n'admettent pas la vitalité du principe de contradiction. Dans sa préface au livre de Peter Miller, L'Europe de Peiresc, savoir et vertu au XVIIe siècle, Marc Fumaroli défend le parti de la République des antiquaires en expliquant qu'il ne professait aucun dogme, que ces antiquaires ne professaient aucun dogme, mais, dit-il, avaient le génie de la synthèse. Rendant hommage à Arnaldo Momigliano, un des premiers modernes à dénoncer le mépris dans lequel sont tenus depuis le XVIIIe siècle les antiquaires humanistes des XVIe et XVIIe siècles, Marc Fumaroli rappelle, je cite, qu'ils n'étaient ni des maniaques de la collection, ni même des spécialistes un peu étroits, mais des esprits puissants et disciplinés, philosophiquement bien équipés, qui avaient posé les fondations de la critique historique et philologique, de l'enquête méthodique et comparative dans les archives et les monuments figurés. Bref, rien de moins que les inventeurs de l'histoire philosophique moderne, les inventeurs de la tolérance, de la liberté de penser, du droit naturel et du droit international. Fin de citation. Avant de passer le relais à Patrick Dandré et à d'autres savants lettrés solidaires, comme les appelle Fumaroli, qui partagent aujourd'hui avec lui l'héritage d'Ésope et de Swift et de La Fontaine, je citerai pour finir un des derniers livres de La Fontaine, un des derniers livres de Marc Fumaroli, intitulé précisément La République des lettres, et publié en 2015 chez Gallimard dans la collection de Pierre Nora. 2 ans auparavant, Marc Fumaroli avait fait paraître dans la collection Tell Le Sablier renversé, où sont réunis 3 de ses essais identifiant des moments de continuité dans la rupture avec l'identité. D'abord la traduction en 1684 du traité sur la prudence de Balthazar Gracian, puis en 1687 la querelle des anciens et des modernes, et le retour à l'antique en 1748. Le sous-titre de ce recueil, de ces 3 essais, intitulé Des modernes aux anciens, consacre le retour à l'antique comme une avancée politique et morale en vue de réaliser, je cite Marc Fumaroli, une synthèse entre la maturation au présent et les fondations héritées du passé. Fin de citation. L'éloge de la République des lettres, qui donne leur unité aux nombreux écrits de Marc Fumaroli sur les antiquaires, les académies, la conversation, le loisir lettré ou la tradition philosophique et littéraire des vies d'hommes illustres, est justifié par la reconnaissance de ce qu'il appelle ses présences exemplaires
comme garantissant la poursuite d'un dialogue ininterrompu entre les vivants et les morts. Cette synthèse, qui a valeur de testament, s'ouvre sur un avant-propos où, pour la première fois, Marc Fumaroli, qui a tant préfacé les œuvres d'autrui, s'est exposé lui-même comme un exemple de réconciliation entre les anciens et les modernes. Je lis pour finir un bref extrait de cet autoportrait qui nous restitue sa présence exemplaire. Me dégageant de l'actualité présente sans pour autant l'ignorer, j'ai cherché à comprendre l'actualité disparue d'une société de savants lettrés solidaires où je me plaisais et qui évoluait étrangement avec une jalouse liberté de mouvement et d'esprit dans des régimes politiques et religieux qui, selon nos critères actuels, passent pour despotiques. Cette étrangeté, ou si l'on préfère ce paradoxe, continue à me fasciner, bien que peu à peu j'ai mieux compris le secret avantage dont jouissaient en pleine connaissance de cause mes amis et objets d'étude, celui de savoir vivre sur deux étages du temps, l'un se réfléchissant dans l'autre, l'un hors du temps parce que fruit mûr du temps, l'Antiquité gréco-romaine, et l'autre dans un autre temps historique, en voie à son tour de mûrissement, mais cette fois sans le réflecteur des humanités, et de plus en plus déboussolé depuis que ce miroir lui a été ôté. Je vous remercie. Et je rends la parole à la salle. Merci, chers collègues. Je me mets là parce que je ne sais pas comment fonctionnent les caméras. Enfin, voir mon crâne suffirait, mais c'est plus agréable, je pense, comme ça. Et nous ne pouvions pas mieux commencer ce colloque que par cette première synthèse, peut-on dire, qui nous a fait parcourir le cheminement de la pensée de Marc Fumaroli au miroir du débat entre anciens et modernes, et son approche de cette question comme une démarche intellectuelle, mais comme cette recherche d'une vérité toujours paradoxale, toujours piquante, qui caractérise son tour de pensée. Avec votre araignée et votre abeille, vous nous avez enchantés, comme il aurait dit lui-même, il le disait volontiers, et vous nous avez montré cette idée qui le poursuivait, que les modernes se distinguent par la suffisance et la servilité, et qu'il faut avoir la sagesse et le courage intellectuel et moral de vivre avec les anciens pour pouvoir être véritablement libre dans son temps. Je ne sais pas comment, Antoine, si vous souhaitez qu'on fasse une discussion après chaque communication ou à la fin, je ne sais pas ce qui paraît à l'assistance préférable. Il est peut-être, vaut-il mieux, comme Françoise Graziani a été d'une rigueur parfaite et est restée dans l'épure du temps. Nous avons quelques minutes pour avoir une petite discussion maintenant, ce qui sera moins artificiel que de rassembler trois sujets finalement assez différents à la fin. Et donc, je donne la parole à ceux qui sont physiquement présents, puisque nous n'avons pas là de petits zooms avec des mains jaunes, donc seules les mains de la salle seront visibles. Oui, alors si quelqu'un veut prendre la parole, il faut venir la prendre. C'est comme... Et donc, quelqu'un de peu timide, comme Antoine Compagnon, par exemple, je dis ce nom au hasard, comme j'aurais pu en dire 15 autres, n'est-ce pas, est prêt à se dévouer. Merci beaucoup pour ce premier exposé qui, en effet, nous ramène à ce grand livre sur la querelle des anciens et des modernes
Et cette contribution, enfin cette immense préface de Marc dans ce livre sur les anciens et les modernes, et cette constante de sa réflexion, puisque je crois que ça traverse absolument toute son œuvre, que ce rapport entre les uns et les autres. Et vous avez aussi insisté au début beaucoup sur cette société des esprits et sur cette amitié comme axe de la République des lettres qui traverse toute cette réflexion. Alors, peut-être qu'on peut vous demander d'associer cette image de l'araignée et de l'abeille précisément au jeu de la société des esprits et de la République des lettres tel que Marc l'a développé dans toute son œuvre. C'est-à-dire que je ne vois pas bien. Je ne... Est-ce que cette image de l'abeille que vous avez employée, bon, on sait combien elle est importante, par exemple, dans les essais de Montaigne et ailleurs, est-ce que c'est une de ces images matricielles de cette société des esprits Absolument. Et de l'amitié et la République des lettres telle que Marc a pu la concevoir tout au long de son œuvre? Absolument, oui. Il était lui-même, bien sûr, une abeille, dans la mesure où ce qui est... La figure de l'abeille a été, dans toute la tradition antique, une image de la poésie, une allégorie de la fonction du poète qui, comme l'explique Bacon précisément, consiste non pas à reproduire, si on s'en tient à la définition aristotélicienne de la poésie et de l'art comme imitation de la nature, la figure de l'abeille permet de comprendre que, comme Marc Fumaroli l'a très bien compris, que imiter la nature ne consiste pas à reproduire indéfiniment les mêmes modèles, mais précisément à recomposer à partir de matières diverses, à recomposer d'autres formes qui produisent de nouveaux corps. Et donc, l'art poétique obéit à un principe non seulement de transformation, mais véritablement de métamorphose perpétuelle. Et donc, c'est en ce sens que pour Marc Fumaroli, la modernité, une éthique moderne, ne peut se concevoir que précisément selon le même principe qui consiste à bénéficier de tout l'apport, de toutes les matières qui ont été apportées par tous les savants de la République des lettres dans tous les domaines, comme l'a fait Peiresc, par exemple, pour recomposer à chaque époque et dans chaque lieu de manière différente et en adaptant aussi chaque matière à chaque lieu et à chaque temps nouveau, de recomposer, de refaire un monde nouveau. C'est la raison pour laquelle il n'y a pas opposition entre les anciens et les modernes, mais véritablement complémentarité, à condition de toujours considérer le travail artistique et poétique qui est exemplaire de la formation même d'une société, toujours le considérer comme la recomposition de ce qui existe déjà, et donc comme une sorte de topique, et non pas comme une invention à partir de rien, puisque ce qui est reproché à l'araignée par les anciens, c'est de prétendre vouloir tout tirer d'elle-même, c'est-à-dire de faire table rase et de ne plus avoir à se préoccuper d'un passé jugé révolu. Est-ce que j'ai répondu à votre attente? Absolument. J'y pensais en vous écoutant que j'étais plongé dans la lecture là, depuis 2 nuits du livre qui vient de sortir de Marc Fumaroli dans ma bibliothèque, avec, je ne me trompe pas, c'est bien le titre, dans ma bibliothèque, et c'est le livre d'une abeille qui butine dans la bibliothèque et dans le monde. Et bon, c'est un livre
assez monumentale. Et c'est véritablement ce cheminement à travers cette façon de butiner ça me faisait penser, en effet, en étant plongé dans ce livre, aux essais de Montaigne, à la manière dont le livre fonctionne. Auquel Marc Fumaroli se référait souvent. C'est oui. La sagesse qu'il défend est celle de Montaigne. Oui. Oui. Merci Antoine. Est-ce qu'il y a d'autres interventions qui se dessinent? William Marx. Bonjour Françoise, je suis très heureux de te retrouver même à distance, et je voulais aussi te remercier du très bel hommage que tu as donné à Marc Fumaroli. J'ai été particulièrement intéressé par l'accent que tu as mis sur son travail concernant les métaphores, où de ce point de vue-là, me semble-t-il, Marc Fumaroli se situe vraiment dans la lignée des grands compilateurs humanistes qui se sont succédés à travers les siècles. Et nous citions à l'instant Montaigne, mais je pensais en t'écoutant à Marie de Gournay, la fille adoptive de Montaigne, qui elle-même avait recueilli un certain nombre d'expressions anciennes qu'elle voulait remettre au goût du jour. Et on l'a beaucoup moqué, même pour cela. Et je me demandais, en t'écoutant, si dans ce travail de Marc Fumaroli sur la métaphore, il n'y avait pas là aussi une entreprise de sauvetage d'un mode de pensée qui est peut-être en voie, sinon de disparition ou de désuétude, mais même peut-être attaqué par la poétique et même plutôt par la rhétorique contemporaine, qui a plutôt tendance, me semble-t-il, à nous inviter à nous débarrasser de la métaphore, en particulier dans les écrits scientifiques qui sont les écrits de nous en tant que professeurs, en tant qu'humanistes, où nous sommes invités en général à ne plus utiliser de métaphores et à utiliser les mots justes. Et précisément, y a-t-il dans le travail de Marc Fumaroli là-dessus, sur la métaphore, une sorte d'entreprise de sauvetage, de remise en lumière d'un mode de pensée qui peut-être peut encore aujourd'hui nous apporter quelque chose, même pour la pensée scientifique, littéraire qui est la nôtre dans nos écritures d'universitaires. Qu'en penses-tu ? Absolument, et Marc Fumaroli l'a revendiqué, et c'est aussi l'objet de la préface de ce livre des métaphores, qui est véritablement une préface très polémique, où sur le mode de l'ironie, de la dérision, et avec la légèreté que lui permet précisément la matière dont il parle, est véritablement un combat, comme il le dit, il appelle vraiment son engagement aussi à la fin de sa vie pour la défense d'un mode de pensée qui est vraiment menacé, exactement comme Vico. En ce sens, Marc Fumaroli était vraiment un héritier de Vico parce qu'il avait le même combat. Sauver la métaphore, qui d'ailleurs est abandonnée non seulement dans le langage critique aujourd'hui, mais aussi par les poètes en France. Les poètes modernes d'avant-garde se méfient de la métaphore comme de la peste. Pour eux, c'est une superstition, vraiment. Et Marc Fumaroli emploie très souvent ce mot de superstition, qu'il renvoie aux modernes en leur disant « c'est vous qui, en fait, il le dit aussi, manifestez une foi aveugle. Ce ne sont pas les anciens. Les anciens étaient plus lucides. » Et la métaphore est véritablement, et il la défend, il l'a toujours défendue, comme étant véritablement la condition même de production de sens. Et c'est ce qu'il faut retrouver, bien entendu. De ce point de vue, je crois que nous sommes nombreux autour de Marc Fumaroli à poursuivre ce combat. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Effectivement, une des qualités nombreuses de votre communication est que, enfin, ça devait être évident pour les autres qui sont savants, mais je ne me rendais pas compte à quel point, à travers cette question de la métaphore,
la pensée de Marc Fumaroli s'enracine dans celle de Vico, et comment l'idée d'un premier âge poétique du monde qui donne une vérité du monde à conserver nourrit la pensée de Marc Fumaroli. Donc c'était, à mon avis, une des grandes leçons de votre communication. Et la seconde, mais qui va de soi, est que cette arrogance des modernes qui volontairement refusent de comprendre les époques passées et les condamnent comme si les opinions du jour représentaient une sorte de fin de l'histoire, c'est quelque chose qui brusquement devient d'une acuité, est un danger immédiat et un danger infiniment plus grave que nous ne le soupçonnions au moment où Marc Fumaroli, Jacqueline de Bromilly, et Alain Michel et moi et quelques autres, nous fondions une société en nous disant qu'il suffisait de dire qu'après tout, on pouvait continuer à faire un petit peu de latin et de grec. On n'en est plus là du tout. Quand on voit ce qui se passe outre-Atlantique et qui sera ici dans 2 ans, sinon la semaine prochaine. Et donc, nous vous remercions aussi pour cet aspect de votre propos.